Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille Exertier, je suis chargée d'information scientifique et médicale et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence en ligne dédiée à bien vivre avec mon diabète. Et aujourd'hui, nous allons parler de la thématique « Alléger ma charge mentale ». On sera ensemble pendant 45 minutes et pour m'accompagner sur cette présentation, je suis accompagnée de Françoise Frumy. Bonsoir Françoise. Bonsoir, je suis Françoise Frumy, infirmière et je travaille dans une association où je pratique ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire que nous tâchons avec une équipe pluridisciplinaire d'accompagner les patients porteurs d'une maladie chronique. Et en l'occurrence, je travaille auprès de personnes qui ont un diabète de type 2, nous tâchons de les accompagner à vivre au mieux avec cette maladie en comprenant, en gérant leur maladie, leur traitement et pour essayer d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Et effectivement, chez Roche, nous aussi, on a une ambition d'accompagner les patients à une meilleure gestion de leur diabète au quotidien et c'est pour ça qu'on met en place depuis plus de 40 ans à la fois des produits et des services comme aujourd'hui pour essayer de vous aider dans la gestion de votre diabète. Cette session va durer, comme je vous le disais, 45 minutes. L'objectif, c'est de vous apporter des notions sur la charge mentale, mais aussi de répondre à vos questions. Et pour cela, vous avez accès à l'onglet « Questions » directement sur l'outil de conférence en ligne, sur lequel vous pourrez vous poser vos questions tout au long de la session. On en a aussi reçu en amont de la session auquel on répondra à la fin de cette session. Et donc, on va pouvoir démarrer ensemble. Et Françoise, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut parler de charge mentale, mais aussi de santé mentale ? Alors la charge mentale, la santé mentale, ce sont aujourd'hui des situations, des états de santé qui sont pris en charge d'une manière beaucoup plus fréquente. On s'est rendu compte effectivement au cours du temps que quelquefois les gens n'osaient pas exprimer des difficultés qu'ils avaient, de sensations de moins bien-être ou de mal-être. Et les études montrent que, en fait, c'est nécessaire de prendre en charge ces sensations. En tout cas, il y a des moyens de soulager les personnes qui se sentent moins bien. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale et dans votre environnement, vous pourrez peut-être voir qu'il y a de nombreuses informations qui sont faites sur ce sujet afin d'être mieux informé et de pouvoir mieux agir quand on ressent peut-être ce besoin. En particulier, le 10 octobre sera la journée mondiale de la santé mentale, ce qui montre l'intérêt du monde entier pour cette santé. Et enfin, en France, l'année 2025 a été choisie comme grande cause nationale la santé mentale à prendre en charge puisque on s'est rendu compte qu'un Français sur 4 sera concerné par un trouble mental au cours de sa vie. Et concernant les patients qui vivent avec un diabète, quels sont les chiffres qu'on peut peut-être partager ? Alors, le diabète, puisque c'est une maladie chronique qui va suivre les personnes au cours de leur vie et dont elles devront tenir compte à longueur de journée, fait partie des causes possibles de troubles de la santé mentale. Et effectivement, les études montrent que 3 personnes sur 4 à peu près, peut-être même un peu plus, vont souffrir d'anxiété, d'inquiétude, voire même de dépression, à force d'avoir à se préoccuper de leur santé. Donc c'est des chiffres qui sont finalement très importants. Est-ce qu'on a peut-être un début de piste d'explication ? Vous disiez tout à l'heure que c'est une gestion constante. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce point-là ? Comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Alors quand je parle de gestion constante, c'est-à-dire qu'au quotidien, régulièrement, une personne qui a du diabète est amenée à prendre des décisions pour faire au mieux pour sa santé. Et par exemple, l'alimentation, qui est souvent un sujet évoqué pour les personnes qui ont du diabète, va être une décision. Est-ce que je mange suffisamment ? Est-ce que je mange peut-être un petit peu trop ? Est-ce que mon alimentation est suffisamment équilibrée ? Donc ça, c'est une question qui va revenir 2-3 fois par jour. Ensuite, on a
aujourd'hui la chance d'avoir ce qu'on appelle des lectures de glycémie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer la quantité de sucre dans le sang et ces résultats, si on ne les comprend pas bien, peuvent générer de l'inquiétude. Normalement, quand on comprend ces résultats et qu'on peut les interpréter et les utiliser, c'est une aide pour le diabète, mais quelquefois les personnes n'ont pas toutes les informations et ça peut générer de l'anxiété. Enfin, le diabète nécessite quelquefois la prise de médicaments et certains médicaments nécessitent d'avoir une adaptation au fur et à mesure des repas qui seront pris, de l'activité physique qui aura eu lieu dans la journée. Donc là encore, des prises de décision qui peuvent engendrer quelquefois des questionnements, voire de l'inquiétude. Enfin, quand on a une maladie chronique, on sait qu'il y a de nombreux examens qui nous sont demandés de réaliser pour mesurer l'état de notre santé. Et là encore, ça peut générer de l'inquiétude, de devoir prendre un rendez-vous, trouver un médecin, aller au rendez-vous, se rendre jusqu'au lieu du rendez-vous. Et tout cela peut engendrer encore des difficultés. Quelquefois même juste la circulation qui va nous inquiéter pour arriver jusqu'au lieu de rendez-vous. Et puis enfin, d'une manière plus générale, ce diabète, le défi, c'est de tâcher de l'équilibrer autant que possible, d'avoir suffisamment de sucre, mais pas trop non plus, pour limiter l'éventualité d'une complication de la santé à cause de trop de sucre dans le sang pendant de nombreuses années. Donc finalement, il y a une charge mentale chez ces patients parce qu'il y a de nombreuses décisions à prendre au quotidien, de nombreuses actions à faire, à planifier. Et cette charge mentale peut générer du stress. Est-ce que peut-être on peut revenir sur qu'est-ce que c'est que le stress? Parce qu'on en entend beaucoup parler du stress. Mais qu'est-ce qui se cache finalement derrière le stress? Alors effectivement, le stress, c'est un mot qui est très utilisé, derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses. Et ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre corps finalement et qui fait que nous avons cette sensation de « je me sens pas bien ». Mais au-delà de ça, que se passe-t-il dans notre corps ? Eh bien, notre cerveau va identifier une situation qui est potentiellement dangereuse pour nous grâce à nos sens. Ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat qui nous alerte sur une situation qui peut nous mettre en danger. Et donc, à partir de là, cette identification d'une situation qui n'est pas idéale pour nous, eh bien, vont se mettre en place tout un système d'information dans notre corps qui va le préparer à se mettre en action. Eh bien, une des informations, un des messagers, c'est une hormone qu'on appelle l'adrénaline, qu'on connaît souvent, l'adrénaline, et qui est une hormone pour se mettre en action, pour bouger, qui va permettre au corps de passer à l'action pour se mettre hors de danger. Quand la situation dangereuse est passée, le corps va se remettre au repos parce que le temps de l'adrénaline, de l'action de l'adrénaline, le corps va être en effervescence pour bouger. Une fois que la situation est terminée, la situation dangereuse est dépassée, le corps va se mettre au repos et malheureusement, si ça dure, on passe du stress, on va dire ponctuel, où la situation ne va pas durer longtemps. Si ça dure, on va passer au stress qu'on appelle chronique, c'est-à-dire que ça va durer dans le temps. Ça peut être aussi dû à l'accumulation de plusieurs situations. Et là, en plus de l'adrénaline, eh bien, il y a le cortisol qui va être sécrété d'une manière assez importante pour essayer de compenser cette ébullition du corps due à l'adrénaline. Malheureusement, si cette situation dure, le cortisol, lui aussi, va finir par épuiser le corps. Et on peut arriver, si nous ne parvenons pas à soulager notre corps de cette hyperactivité qui est créée par l'état de stress, eh bien on peut arriver à un épuisement qu'on appelle le burn-out dans le travail, mais qui peut arriver aussi dans la vie quotidienne. Un burn-out familial, ce sont des choses qui arrivent avec l'accumulation de nombreuses situations difficiles à gérer.
Donc finalement, si on résume, le stress, c'est un phénomène normal qui était présent pour notre survie, pour nous permettre d'éviter des dangers, un incendie, un prédateur, etc. Mais qui aujourd'hui, dans notre monde actuel, avec un stress plus diffus, plus permanent, finalement peut prendre une forme plus chronique et nous épuiser. C'est ça. Le stress qui est utile sur une première évolution de l'humanité va se révéler quelquefois, quand il dure trop longtemps, délétère pour la santé. Et du coup, donc on a parlé d'épuisement, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail sur quels sont les effets que ça génère sur l'organisme ? Alors, quand on parle d'épuisement, alors il y a déjà la sensation de fatigue. Une personne qui est stressée pendant des semaines, voire des mois, va se sentir fatiguée. Et ça, ce n'est pas un hasard, puisqu'il y a une sorte d'hyperstimulation du corps. Et effectivement, quand nous sommes dans un état de stress, eh bien, le corps va être en suractivité. Alors par exemple, les muscles vont être les premiers à être sollicités, puisqu'ils devraient nous servir à nous retirer d'une situation, à fuir une situation dangereuse pour nous. Cela étant, si on n'a pas besoin de bouger parce qu'on a des problèmes financiers par exemple, eh bien on peut quand même avoir les muscles qui se contractent, et dans ce cas avoir des contractions musculaires. Ça peut entraîner des douleurs dorsales, des douleurs dans le cou, des maux de tête, tout simplement parce que les muscles sont en contraction permanente. Enfin, quand nous sommes dans un état de stress, le cœur est hyperstimulé pour pouvoir faire circuler le sang plus vite dans notre corps et amener tous les éléments nécessaires justement pour réagir à cette situation. Ça peut entraîner des palpitations qui peuvent être inconfortables et sur le long terme, fatiguer notre cœur avec une augmentation des risques cardiovasculaires. Sur le plan respiratoire, le stress va entraîner une augmentation, une accélération de la respiration pour faire rentrer plus d'air dans nos poumons qui vont amener donc de l'oxygène dans notre sang. Et si ça dure peu de temps, c'est utile, mais si ça dure longtemps, pour les personnes qui ont une fragilité respiratoire, elles peuvent déclencher des crises d'asthme. Enfin, sur les organes reproducteurs, eh bien là, il peut aussi y avoir des conséquences avec un épuisement du corps et donc une baisse de ce qu'on appelle la libido, du plaisir à avoir des rapports sexuels. Ça peut être aussi un repli sur soi par rapport à ce genre de difficultés. Enfin, notre système digestif qui a tendance à beaucoup s'exprimer dans les états de stress, eh bien, ça peut être aussi des douleurs d'estomac, des maux de ventre, des troubles du transit, avec certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir des constipations et d'autres à l'inverse de la diarrhée. Enfin, voilà, ces phénomènes-là sont des alertes pour nous dire que ça commence à être un petit peu fort. Et puis enfin, on parlait d'hormones tout à l'heure, ces hormones qui vont être sécrétées, qui sont certes des messagers intéressants pour informer notre corps de ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, elles ont aussi des conséquences avec un risque donc de développer des maladies chroniques comme le diabète, qui peuvent aussi entraîner des prises de poids, voire de l'obésité. Et aussi, on s'est rendu compte que le cortisol, quand il est sécrété très longtemps, peut impacter sur la santé en diminuant notre défense immunitaire. Et donc, on va être plus sensible aux germes qui vont être autour de nous dans ces périodes-là. Donc finalement, des multiples effets du stress. Tout à fait. J'ai noté dans la partie hormones la présence de diabète. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le lien entre stress et diabète, justement ? Oui, alors, ce qui se passe, pour rentrer un petit peu plus en détail dans notre corps, c'est que quand on a un souci, on va être dans cet état de je me sens pas bien. Et que se passe-t-il au juste ? Eh bien, je vous parlais tout à l'heure des poumons qui vont être sursollicités pour amener de l'oxygène dans notre corps, dans notre sang. Et il y a un phénomène qu'on ne sent pas forcément, mais c'est notre foie, qui est une réserve de sucre, entre autres, et qui, lui, va, dans ces situations,
situation, libérer du sucre dans le sang pour qu'on ait toute l'énergie nécessaire pour pouvoir se mettre en action. Nos muscles ont besoin à la fois d'oxygène et de sucre pour se contracter, donc le foie va libérer du sucre dans ces situations. Donc forcément, la quantité de sucre va augmenter dans le sang. Et si cela dure longtemps, soit ça peut révéler un diabète, soit pour une personne qui a déjà du diabète, eh bien, ça va déséquilibrer, augmenter encore la glycémie, la quantité de sucre dans le sang. Alors si c'est le diagnostic du diabète qui arrive, eh bien ça va engendrer déjà l'annonce d'une maladie. Si c'est le déséquilibre du diabète, ça va engendrer encore des décisions différentes à prendre. Des surveillances de glycémie qui vont nous montrer où on en est, mais qui peuvent aussi nous inquiéter dans ces situations-là, avec des variations quelquefois difficiles à contrôler. La prise de traitement, s'il y a le diagnostic, eh bien il va y avoir éventuellement des traitements qui vous aideront à équilibrer et que vous devrez penser à prendre. Vous allez être invité à équilibrer votre alimentation si ça n'était pas déjà dans vos habitudes, faire plus d'activité physique, rencontrer des médecins. Et tout ça fait un cercle vicieux qui entraîne malheureusement une augmentation de la sécrétion de sucre dans le sang. Donc finalement un cercle vicieux puisqu'il y a cette charge mentale du diabète qui vient augmenter éventuellement le stress sous-jacent. On sait que le stress et l'alimentation, ça peut avoir des liens ensemble. Comment est-ce que ça peut influencer le stress, l'alimentation ? Alors effectivement, les personnes qui sont soumises à du stress peuvent avoir ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire en lien avec ce stress. Alors certaines personnes vont avoir tendance à manger beaucoup plus que ce qu'elles ne le feraient si elles n'étaient pas dans une situation qui leur pose problème. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. L'alimentation doudou, c'est-à-dire que ces personnes vont avoir tendance à manger des choses qui leur font du bien sur le moment. Le souci, c'est que ça va apporter en général beaucoup plus de calories et de sucre que prévu dans une alimentation normale. Et à long terme, malheureusement, ça peut entraîner de la culpabilité, du moins bien-être, et puis malheureusement déséquilibrer le diabète avec trop d'hyperglycémie. Et à l'inverse, certaines personnes vont au contraire perdre l'appétit. Quelquefois, ça peut aller de la nausée au dégoût de certains aliments ou de la nourriture d'une manière assez générale. Et forcément, ça n'est pas bon pour la santé puisque nous ne pouvons pas vivre sans manger. Donc, que ce soit une situation de trop de nourriture, ou en tout cas pas au bon moment de la journée et pas la nourriture équilibrée, ou au contraire une nourriture qui est absente ou en tout cas insuffisante, ça va entraîner des variations de la glycémie qui ne sont pas bonnes pour notre corps, en tout cas pas à ce point-là. Donc finalement un lien entre stress et alimentation, mais est-ce qu'à l'inverse, l'alimentation peut avoir un effet sur le stress ? Alors effectivement, certains aliments vont contribuer à mettre plutôt le corps en effervescence. Alors certains aliments sont réputés pour ça et sont même utilisés par certaines personnes pour se sentir plus toniques ou tenir éveillées alors qu'elles sont fatiguées. Le corps a besoin de repos et on va pourtant le surstimuler. Alors la boisson très connue, c'est le café qui contient cette fameuse caféine et qui permet de tenir un petit peu plus longtemps. Alors c'est toujours pareil, quand on en consomme 1 ou 2 par jour, ça va être tout à fait supportable pour le corps. Quand on augmente la consommation à 5, 6, 7 cafés, et quelquefois il y a des personnes qui boivent des quantités impressionnantes de café, là ça va être trop pour notre corps. Un autre aliment, une autre boisson qu'on soupçonne moins, c'est le thé. Il faut savoir que cette théine est tout à fait équivalente à la caféine et donc peut tout à fait entraîner un état d'excitation. Et effectivement, il va être recommandé de limiter leur consommation dans l'après-midi pour pouvoir se préserver un sommeil correct.
Une autre boisson qui n'est pas recommandée en excès pour la santé, c'est l'alcool, qui a également des effets d'excitation sur le corps. Et si vous êtes déjà stressé, donc déjà votre corps en effervescence, et bien là vous allez en rajouter encore une dose, on va dire, et donc vous allez encore contribuer à stimuler votre corps. Enfin, des aliments qu'on ne soupçonne pas toujours, qui sont ce qu'on appelle les aliments transformés, contenant beaucoup de sel, beaucoup de graisse, quelquefois beaucoup de sucre, et des additifs vont aussi contribuer à cette surexcitation du corps, et donc ils sont autant que possible à limiter pour réussir à être plus calme dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'il y a, à contrario, peut-être des aliments à privilégier ? Alors effectivement, quand on parle d'alimentation équilibrée, il y a aussi des aliments qui sont particulièrement recommandés pour notre bonne santé et même pour notre bien-être. Là, nous parlons de ce qu'on appelle les oméga 3. Ce sont des graisses qui ne sont pas faciles à trouver parce qu'il n'y en a pas dans tous les aliments, dans toutes les graisses qu'on pourrait trouver. Et on les trouve en particulier dans ce qu'on appelle les poissons bleus ou les poissons gras, comme le saumon, la sardine, le maquereau. Ces poissons-là ont cette qualité-là. Donc ils sont intéressants sur le plan nutritionnel parce que les oméga 3 vont plutôt contribuer à un bien-être de notre santé. Enfin, des aliments qui contiennent du magnésium peuvent être intéressants aussi parce que le magnésium, s'il manque, eh bien, on peut se sentir moins bien, avoir plus de risques de se sentir un peu dépressif. Alors, ces aliments qui en contiennent, ça peut être en particulier le chocolat et les bananes, d'autres aliments aussi, mais ceux-là sont particulièrement riches. Alors, dans les aliments qui contiennent des oméga 3, j'ai oublié de vous citer les huiles. L'huile de colza est intéressante et dans notre région, l'huile de noix en contient aussi. Parce qu'effectivement, on est à Grenoble. Et, et pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer des pistes du coup, pour alléger l'esprit, pour alléger cette charge mentale ? Alors, bien sûr que d'une manière générale, ce qu'on appelle avoir une bonne hygiène de vie permettra de se sentir mieux dans son corps. Et si on commence à se sentir mieux dans son corps, bien, on va inverser ce fameux cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Je me sens mieux, je me sens plus prêt à faire aussi des activités qui vont me plaire et générer des hormones de bien-être. Et donc, d'une manière générale, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Se soulager aussi de toutes ces charges dont on a parlé, que ce soit la prise des traitements, les médicaments ou une alimentation particulièrement équilibrée, eh bien on peut essayer d'instaurer des habitudes, des routines qui vont nous permettre de ne pas avoir à y réfléchir à chaque fois. Donc l'équilibre alimentaire, on en a parlé, bien sûr, va contribuer à une meilleure santé et à un bien-être. Ce qui va de pair avec l'activité physique, avec l'alimentation, c'est l'activité physique. Quand on peut en réaliser régulièrement, ce qui est recommandé, c'est 30 minutes par jour en moyenne. Quand on peut la faire dans des bonnes conditions, sans douleur, des choses qui nous plaisent, tout ça, l'activité physique, c'est un élément essentiel du bien-être. On a donc les lecteurs de glycémie qui nous permettent de savoir un petit peu où on en est et quand on connaît les repères, ça nous permet de savoir si oui ou non je dois agir ou si justement mon diabète est bien équilibré et donc je n'ai plus de questions à me poser à ce moment-là. On a l'occasion aussi de rencontrer des professionnels de santé, votre médecin traitant, mais pourquoi pas un diabétologue s'il y a besoin de revoir un petit peu votre traitement, des infirmiers, des éducateurs en activité physique adaptée, des diététiciens. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui peut être réunie dans une équipe d'éducation thérapeutique du patient et qui peut aussi vous accompagner dans ces situations où vous auriez besoin d'aide et d'informations ou d'apprentissage à mieux gérer vos traitements. Il existe aussi des techniques de gestion du stress qui permettent de soulager ces moments où on sent que le corps s'emballe un petit peu.
Et enfin, vous pouvez rencontrer des groupes de soutien, des groupes de patients porteurs du diabète eux aussi, et qui peuvent vous aider avec leurs échanges d'expériences, leurs connaissances aussi sur vos droits et devoirs, sur des questions que vous pourriez vous poser en contactant ces associations de diabétiques. Vous pouvez avoir de l'information et du lien social. On a parlé des professionnels de santé, donc diabétologues, médecins traitants. C'est des gens à qui on peut poser des questions si on sent que la charge mentale du diabète elle est trop importante. Est-ce que c'est des personnes vers qui on peut se tourner? Alors ce sont les premières personnes, d'ailleurs c'est surtout votre médecin traitant à qui il est intéressant d'en parler en premier lieu. Quand on se sent pas bien et qu'on sent que on a beau essayer de faire tout ce qu'on peut, ça ne bouge pas. Le médecin traitant est la première personne à qui vous pouvez en parler et lui, avec ses connaissances, pourra voir, entendre ce que vous lui direz et savoir s'il doit vous réorienter vers des personnes plus spécialisées sur la santé mentale, comme des psychologues ou des psychiatres, qui eux prendront le relais à ce moment-là et peut-être instaureront un traitement complémentaire. D'accord. Et sur la partie technique de gestion du stress, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, la gestion du stress, spécifiquement, il y a deux grands domaines de gestion du stress. Il y a toutes les techniques par la respiration, tout ce qui va concerner la méditation, la sophrologie, le yoga, la cohérence cardiaque, et la relaxation par la respiration. Certaines personnes sont très sensibles à ces techniques où vous avez besoin d'être un peu guidé au début et puis ensuite vous pouvez vous les approprier et les réaliser par vous-même aussi régulièrement que possible. Alors ça, c'est sans limite, ça fera toujours du bien. Ces techniques de respiration vont générer un état de calme et de repos dans votre corps qui va contrebalancer les moments de stress et qui pourra permettre d'atténuer ces moments difficiles. Après, certaines personnes réagissent peu ou voire même n'aiment pas ces techniques de respiration. Alors, dans ce cas, très souvent, ces personnes sont plus sensibles à l'activité physique. Sachez que quand vous pouvez pratiquer et que vous aimez pratiquer l'activité physique, eh bien, il y a des hormones de bien-être qui sont sécrétées pendant cette période d'activité physique et puis après la période d'activité physique qui vont permettre de mettre là encore le repos dans votre corps et une sorte d'état de bien-être qui va permettre d'atténuer ces sensations de stress. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à vos questions et je vous rappelle que vous pouvez les poser directement dans la partie conférence sur l'onglet questions et on va démarrer avec vos questions en live. Je regarde si on en a des premières. Alors, on a une première question de Stéphane qui dit « Comment le diabète agit-il sur la nervosité ?» On a peut-être déjà répondu en partie. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez compléter, Françoise? Alors effectivement, le diabète agit sur la nervosité. Et là où c'est difficile quelquefois de s'y retrouver, c'est que ça peut entraîner un état de nervosité, qu'on soit en hyperglycémie ou au contraire en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de sucre qui circule dans le sang. Alors, comment s'y retrouver? Est-ce que c'est une hyper? Est-ce que c'est une hypo? Eh bien, vous avez votre lecteur de glycémie dans ces moments-là. Si vous avez l'impression que c'est dû à une variation de glycémie, vous pouvez mesurer votre glycémie et là, vous allez normalement voir. Soit c'est une hyper et ça peut effectivement expliquer un état de nervosité, soit c'est au contraire une hypo, il va falloir vous resucrer pour rétablir tout ça. Et si au contraire votre glycémie est plutôt correcte, dans la cible, on va dire aux alentours de 1 gramme, 1 gramme 50 dans ces eaux-là, eh bien c'est que ce n'est pas le diabète et c'est peut-être un autre problème qui vous arrive. Et effectivement, le diabète peut influer sur notre état de se sentir relaxé ou énervé. Très bien, merci pour cette réponse. J'ai une autre question de Annick qui dit « Est-ce que le diabète peut agir sur le sommeil ?»
Oui, bien sûr que le diabète peut agir sur le sommeil. Alors là encore, on a les deux cas de figure. Une glycémie qui serait très élevée, eh bien quand on dépasse à peu près 1,80 g, la plupart du temps, le corps détecte le sucre en trop grande quantité comme devenant gênant pour le corps et il va tâcher de l'éliminer par les urines. Alors que se passe-t-il quand on a trop de sucre dans les urines un soir après un repas un peu copieux? Eh bien on risque d'être réveillé dans la nuit pour aller aux toilettes, d'avoir soif, une sensation de soif. Et malheureusement, si ça nous réveille en plein sommeil, ça peut générer une difficulté à se rendormir ensuite. Et il faut savoir que quand on n'a pas assez de sucre, au contraire, dans le sang, ce qu'on appelle une hypoglycémie, on descend en dessous de 0,70 g, eh bien, là, ça peut entraîner des troubles du sommeil avec des cauchemars, des nuits plus agitées, parce que notre corps nous alerte d'une certaine façon, là aussi, quelquefois en nous réveillant, pour qu'on aille reprendre du sucre pour ne pas rester dans un état d'hypoglycémie. Donc oui, bien sûr, le diabète, quand il n'est pas équilibré, peut entraîner des troubles du sommeil. D'accord. Autre question en lien plutôt avec la charge mentale, on me pose la question de comment ne pas oublier de se piquer. Alors, je ne sais pas si c'est sur l'insuline ou sur les glycémies, mais en tout cas, les deux peuvent être vrais. Les deux sont intéressantes, effectivement. Alors oui, bien sûr que c'est une charge mentale. Est-ce que j'ai fait mon insuline ou est-ce que je ne l'ai pas faite? Est-ce que j'ai pris mes comprimés ou est-ce que je ne les ai pas pris? Ces gestes répétés quotidiennement, eh bien, quelquefois, on n'arrive plus à le savoir. Si on les a ou pas. Donc là, tout à l'heure, nous parlions de rituels, d'habitudes, de repères pour réussir à ne pas oublier. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, par exemple, dans les groupes de patients en éducation thérapeutique du patient, où les uns et les autres vont trouver des trucs et astuces pour réussir à y penser. J'animais tout à l'heure une séance avec des patients et une dame a dit, moi j'ai trouvé, je mets mes comprimés dans un pilulier et s'ils sont dans le pilulier, c'est que je les ai pas pris. S'ils n'y sont pas, c'est que je les ai bien pris. Et là, elle est sûre d'elle. Certaines personnes, par exemple, laissent leur stylo à insuline visible, pas loin de la table. Quand ils vont passer à table, ils vont voir leur stylo et ça va leur faire penser à faire l'injection. D'autres personnes maintenant ont des applications également sur leur téléphone par exemple et quand elles font l'injection, elles notent sur leur téléphone j'ai fait tant d'unités d'insuline, vous pourriez marquer j'ai pris mes comprimés et comme ça ensuite ça apparaît sur l'application et vous pouvez, si vous ne vous souvenez plus l'avoir fait ou pas, eh bien revenir sur votre application et trouver que c'est noté. Ou le noter sur votre carnet de glycémie, pourquoi pas. J'ai fait tant d'unités ou j'ai pris mes comprimés. Là, vous êtes sûr de l'avoir fait. C'est de réussir à trouver ce qui vous y fera penser le plus facilement. Donc finalement, peut-être tester certaines de ces astuces et voir celles qui s'adaptent le mieux à votre cas. Chacun a son organisation de vie, son mode de vie. Par expérience, les traitements le plus souvent oubliés sont ceux du midi. Parce que peut-être on ne sera pas chez soi et du coup tout ce rituel organisé risque d'être perturbé. Alors effectivement là ça va être d'anticiper la situation et avant de partir d'essayer de se souvenir qu'on a bien pris son traitement avec soi pour pouvoir faire son injection ou prendre ses comprimés au moment du repas. Ok. J'ai une question de Christiane autour de l'activité physique et de l'hypoglycémie. Oui. Christiane explique que quand elle fait de l'activité physique, ça peut générer chez elle des hypoglycémies et que c'est stressant. Est-ce qu'on a peut-être sans prendre le cas spécifique de Christiane, puisqu'on ne connaît pas son dossier médical, mais est-ce qu'il y a des conseils d'ordre général qui pourraient aider les patients à gérer ce stress-là ? Oui, alors on va essayer d'aider Christiane parce que quand même c'est dommage d'avoir cette volonté de faire de l'activité physique et d'être en même temps inquiété par les risques d'hypoglycémie. Alors ce qui est recommandé la plupart du temps, c'est de mesurer sa glycémie avant d'aller faire
son activité physique, ce qui permet de savoir si la glycémie est suffisante pour l'activité physique qui va être réalisée. Alors ce qui est recommandé, c'est d'être un petit peu au-delà d'un gramme 20, un gramme 30, en tout cas dans ces glycémies-là. Normalement, ça vous donne le temps d'aller faire votre activité physique sans générer trop d'inquiétude. Si vous êtes trop basse, eh bien il vaut mieux, si vous êtes en dessous d'un gramme par exemple, il vaut mieux prendre une dose de sucre. Ça peut être un fruit, ça peut être un morceau de pain, un biscuit, qui vous permettra d'assurer votre activité physique en toute sécurité. Et puis vous pouvez aussi, pour savoir un petit peu de combien vous dépensez de glucides au moment de votre activité physique, mesurez votre glycémie avant l'activité physique, puis vous attendez 30 minutes après la fin de votre activité physique pour remesurer votre glycémie et vous devriez voir de combien a chuté votre glycémie. Et ensuite, vous pouvez ajuster comme ça votre dose, votre quantité de sucre pour pouvoir faire une activité physique en toute sécurité. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de l'alimentation aussi, sur la culpabilité, sur le fait de ne pas toujours respecter les consignes alimentaires, etc. Je voulais dire à nos auditeurs et nos téléspectateurs qu'il y a des conférences dédiées sur la partie alimentation. Donc je vous invite à vous y référer et vous trouverez plein d'astuces. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager peut-être à nouveau de manière générale sur l'alimentation pour essayer de simplifier ou de créer des routines ? Alors là aussi, l'alimentation, il y a les repères, on va dire, les plus classiques d'une alimentation variée, certes. Ensuite, on peut mettre l'image de l'assiette remplie à moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Voilà, alors ça, c'est la recommandation très générale, bien sûr, qui va être adapté à chaque personne. Vous pouvez consulter éventuellement des personnes qui sont spécialisées sur la nutrition et qui vont pouvoir adapter le discours en fonction de vos habitudes. Après, on sait très bien que c'est difficile de respecter les recommandations et on a le droit à des journées joker, à des repas joker. Alors attention de ne pas utiliser le joker trop souvent. Mais sachez vous faire plaisir. Ce jour-là, c'est pas la peine de regarder trop près vos glycémies. Vous savez que vous allez dépasser les glycémies habituelles. Et puis, le plus souvent possible, essayez d'aller vers ces recommandations autant que possible, en restant aussi autant que possible dans le plaisir de manger. Parce que ça va générer des hormones de plaisir qui vous permettront de vous sentir bien et qui vont diminuer le stress. Donc, voilà, faites-vous plaisir. La recommandation même, de toute façon, pour une alimentation équilibrée, c'est de se faire plaisir une fois par semaine, par exemple. Sans culpabilité pour générer ces hormones qui font baisser le stress. Voilà, sinon vous augmentez encore votre sucre, c'est dommage. J'ai une question de Claire qui parle de la charge mentale et des personnes autour. J'imagine l'entourage. Comment est-ce qu'on gère aussi, finalement, peut-être les inquiétudes des autres sur le diabète, peut-être parfois un peu l'ingérence dans les traitements, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur... comment est-ce qu'on peut peut-être les rassurer? Comment on peut s'éviter cette charge mentale-là? Alors nous, ce que nous proposons, par exemple, dans notre équipe d'éducation thérapeutique du patient, eh bien, c'est que, par exemple, le conjoint ou la personne qui accompagne au quotidien une personne qui a du diabète vienne assister à nos séances, par exemple, ce qui lui permet d'entendre les messages qui sont mises à jour régulièrement, parce que quelquefois les gens s'inquiètent inutilement parce qu'ils ont des notions qui sont anciennes et qui ne sont plus d'actualité. Et ils peuvent être un petit peu surpris, effectivement, oui, bien sûr, de voir des personnes qui ont du diabète manger du sucre. Voilà, ça c'est une représentation qui peut être très surprenante pour certaines personnes, mais aujourd'hui, on le sait, le sucre est indispensable à la vie et donc oui, il en faut. Après, ce sera une question de quantité et là, bien sûr qu'on rentre plus dans le détail avec un nutritionniste par exemple, mais voilà, de bien se renseigner avec des informations les plus récentes possibles et d'en discuter, d'échanger, de poser des questions auxquelles, autant que possible, les professionnels pourront répondre.
Une autre question autour de Yves, autour de l'hyper et l'hypoglycémie. On sent qu'il y a de l'inquiétude par rapport à ces complications et jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on peut peut-être redonner des valeurs à partir desquelles il faut mettre en place des actions et ou contacter un professionnel de santé ? Alors, on va commencer dans ce cas par l'hypoglycémie, parce que l'hypoglycémie, c'est quelque chose qui va vous obliger à agir très rapidement. D'abord, vous pourriez avoir normalement les signes d'alerte qui sont très variables d'une personne à l'autre, mais en général, une personne qui a fait une hypoglycémie, elle s'en souvient parce que c'est très désagréable, et ça, c'est votre corps qui vous appelle à aller chercher du sucre parce qu'il sent qu'il en manque. Alors, l'hypoglycémie, quand ça arrive, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle un resucrage. Il va falloir apporter 15 grammes de sucre à votre corps sous forme d'un sucre très rapidement absorbé, du sucre en morceaux, 3 morceaux de sucre, ou une briquette de jus de fruits, ou un verre de jus de fruits, en tout cas quelque chose qui va arriver très très vite dans votre sang. Et la limite médicale de l'hypoglycémie, c'est en dessous, moins que 0,70 g. Donc ça nécessite une action très rapide parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer à faire fonctionner votre corps s'il n'a pas assez de sucre. Si les hypoglycémies sont répétées, que ce soit dans la nuit ou dans la journée, eh bien ça veut dire que peut-être votre traitement est devenu un petit peu trop dosé pour vos besoins, parce que peut-être que vous avez mis des choses en place qui font que votre diabète est mieux équilibré et qui a besoin de moins de traitement. Donc une hypoglycémie qui se répète plusieurs fois, eh bien ça mérite l'appel au médecin pour revoir le traitement aussi. Ensuite, les hyperglycémies, alors là, c'est quelque chose où les conséquences sont sur du beaucoup plus long terme. Une hypoglycémie ponctuelle, ça n'a pas grande répercussion. Une hyperglycémie j'ai dit hypo. Une hyperglycémie. Donc, trop de sucre dans le sang. Ponctuellement, ça n'a pas une grande importance. Vous n'avez pas à vous inquiéter. L'important, c'est que ça rediminue, on va dire, dans l'heure, dans les 2 heures, après un repas, de revenir à la glycémie avant le repas. Par contre, c'est pareil, si les hyperglycémies, trop de sucre dans le sang, se répètent, et durent dans le temps, c'est-à-dire que d'un repas à l'autre, finalement, vous restez tout le temps avec trop de sucre dans le sang, et bien là, si ça dure pendant des mois, voire des années, parce que peut-être vous ne savez pas, même que c'est si élevé que ça, et bien là, malheureusement, c'est ce contre quoi on essaye de lutter. Votre corps risque de s'abîmer, tout comme une hypertension ou trop de graisse dans le sang, trop de cholestérol, ça va abîmer les artères et donc mettre notre santé en difficulté. Mais là, sur trop de sucre dans le sang, ça se compte sur du plus long terme. On a le temps d'agir et on essaye d'agir au quotidien. D'accord. Donc l'hypoglycémie, une gestion finalement un peu plus rapide pour faire face aux risques qu'il peut y avoir. Et par contre, l'hyperglycémie, ponctuellement, ça peut être... C'est pas très grave si ça ne dure pas trop longtemps. Okay. Voilà. Je note des questions également sur le stress et la charge mentale liées à des difficultés alimentaires. Est-ce que quand on a certaines restrictions ou certains problèmes de santé qui nous empêchent de manger ce qu'on veut, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'alléger cette partie-là, cette partie charge mentale ? Alors effectivement, si vous avez plusieurs maladies qui se cumulent et donc plusieurs informations sur limiter certains aliments, certaines personnes, quelquefois, ont l'impression d'être dans la lassitude, de manger un peu toujours la même chose, d'avoir moins de choix. Et là, encore... rencontrer, à mon avis, une personne spécialisée dans la nutrition peut vous aider à faire le point sur peut-être des aliments auxquels vous ne pensez plus ou que vous ne connaissez pas et que vous pourriez consommer et qui pourraient vous aider à varier aussi votre alimentation pour éviter cette lassitude, effectivement. Oui, ça peut être une ressource. Et puis, vous renseigner aussi peut-être par vous-même. Mais idéalement, je pense à faire valider par un professionnel de santé. Oui.
Très bien, merci beaucoup Françoise pour toutes ces réponses. On a essayé de prendre le plus de questions possibles que vous avez posées en ligne. Il y en a peut-être qui restent sans réponse, mais comme je vous le disais, nous avons beaucoup d'autres thématiques qui ont été traitées dans des webinaires dans cette session. Donc vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube Bien vivre avec mon diabète pour voir des sessions sur l'alimentation par exemple, ou sur la gestion des traitements ou des complications, si jamais vous aviez des questions en ce sens. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.